L'idée, en effet, est de faire un tour. Alors, c'est vraiment un choix tout à fait orienté et non représentatif. On a choisi avec Aymeric d'aborder quelques cas. Il y en a 4 au total qui nous paraissent symptomatiques, finalement, de l'actualité en matière de prix de transfert. Ils ne sont pas tous récents, et donc ce n'est pas leur fraîcheur qui nous a conduit à les retenir, c'est vraiment plutôt le fond technique et l'apport et ce qu'on pouvait en retenir et le débat qu'on peut avoir autour de ces différentes décisions. La première est celle de la Cour administrative d'appel de Versailles. Elle date de fin décembre 2021, donc vous voyez que ce n'est vraiment pas sa fraîcheur qui nous a conduit à la retenir, mais elle est intéressante parce que, et on a été impliqué dans la procédure, donc on l'a vraiment vécu de l'intérieur, si j'ose dire, dans la mesure où c'est un cas d'école, d'une certaine manière, sur l'appréciation du raisonnement en matière de prix de transfert sur la base de l'article 57, mais aussi par rapport à la situation qui était probablement extrême en termes de situation défavorable, en tout cas ab initio quand on regardait la situation de la société française, par rapport à une décision de restructuration, prise évidemment par le groupe, et cette société française se retrouvait à plus d'un titre dans une situation donc plutôt compliquée et pas forcément facile à expliquer, à défendre face aux vérificateurs. Le schéma est un peu compliqué, mais les choses sont assez simples en réalité. Une situation d'une activité vraiment en grande difficulté, pas par mauvaise gestion, mais simplement parce que le secteur d'activité était lui-même assez complexe et souffrait énormément. Et donc la question se pose pour le groupe de savoir ce qu'il fait de cette activité. Est-ce qu'il la poursuit ou est-ce qu'il la cède, sachant que dans un cas comme dans l'autre, et je vais y revenir plus tard, de toute façon, la situation est douloureuse en termes de restructuration, en termes de licenciement, en termes de poids financier auquel doit faire face le groupe. Et finalement, le groupe est en mesure de trouver 2 repreneurs dans des situations un peu particulières, et du coup, la filiale française pousse cette activité, ce n'est pas l'intégralité de son activité en France, mais pousse cette activité vers une filiale et est en mesure de la céder à un prix qui est très clairement en dessous du prix du marché, et puis vend aussi une part de son activité de fabrication et de commercialisation, il s'agit en l'occurrence de cartes à puces, à un autre tiers, de même, à un prix qui est nettement inférieur, et non content d'avoir cédé à ce prix inférieur, accompagne finalement ces ventes d'un certain nombre d'engagements, d'une part de compenser le surcoût de production, parce que clairement la chaîne de production n'est pas à jour et n'est pas capable de faire face au marché, donc premier engagement qui est assez lourd à prendre, et puis deuxième engagement, pour être en mesure de se défaire de cette activité, un engagement d'acquisition d'un volume minimum de production auprès du tiers qui s'est engagé ou qui a accepté d'acquérir. Le raisonnement de l'article 57, vous l'avez tous en tête, mais intéressant de le reprendre compte tenu de ces circonstances et de ce contexte. C'est évidemment un raisonnement en 2 temps. D'abord, l'administration essaye de faire peser la présomption sur le groupe en essayant de démontrer qu'un avantage a été consenti. Et depuis l'arrêt Capgemini, on a 2 façons de l'approcher. Une première qui est clairement une comparaison. Est-ce qu'un tiers, est-ce que le marché aurait accepté de raisonner dans les mêmes conditions que le groupe? Et puis, une autre approche, c'est que sa nature même, et on le voit évidemment lorsqu'il s'agit d'opérations qui sont réalisées à prix zéro, par exemple, un tiers ne l'aurait pas fait dans ces conditions-là. Donc, par nature, on considère effectivement qu'il existe bien un avantage consenti à une autre société du groupe. Évidemment, ma présentation est dirigée, mais l'administration a contesté l'opération telle qu'elle était réalisée. Elle note d'abord le prix de cession qui est clairement en dessous de la valeur, en tout cas telle qu'elle est déterminée sur la base des informations financières à la disposition du vérificateur. Elle est clairement en dessous du prix qu'on aurait pu imaginer demander sur le marché. Premier élément. Or, évidemment, et vous reconnaissez là, j'en suis sûr, par expérience, des positions et des arguments qui sont évoqués par la DVNI,
Cette décision de restructuration, elle n'est pas prise par la société française, elle est prise par le groupe. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est éminemment contestable, puisque c'est quelque chose qui est imposé par quelqu'un d'autre, et donc au détriment de la société française. Par ailleurs, je vous le disais tout à l'heure, la société française va devoir supporter un certain nombre de charges au-delà de cette cession à prix inférieur, qui portent sur les compensations, coûts de production, volume et prix de vente par rapport au marché. Donc on voit cette énumération d'éléments qui sont retenus par le vérificateur et que la société essaye de renverser en essayant de démontrer, et en l'occurrence le groupe avait fait les choses de manière très proprement et objectivement pas du tout dans un cadre fiscal, il était vraiment dans le cadre de sa réflexion financière et de ce qu'il voulait faire de cette activité, et il s'était interrogé sur plusieurs autres solutions. Je ferme purement et simplement cette activité, je ferme les chaînes de production, et combien ça me coûte? J'essaye effectivement de relancer la machine, et je dois investir pour me remettre au niveau du marché et développer un nouvel outil de production compétitif. Et combien ça me coûte? Ou bien effectivement, j'essaye de le vendre à un tiers, et avec toutes ces accessoires qui me sont imposés par le tiers pour l'acquérir, et donc ces obligations de compensation, et donc ces frais accessoires. Si bien que le groupe a été en mesure de démontrer et d'emporter la conviction finalement de la Cour administrative d'appel, en démontrant que cette solution, qui certes s'avérait coûteuse pour la société française, était probablement, en tout cas à l'expérience et sur la base des études qui avaient été menées, la moins pire des décisions à prendre. Et sur ce fondement, la rapporteure publique comme la Cour administrative d'appel ont été en mesure de comprendre et d'accepter finalement cette position retenue par le groupe, et c'est intéressant de le retenir, c'est bien une décision prise par le groupe, effectivement c'est favorable au groupe, mais ça n'est pas parce que la décision est prise par le groupe et que c'est favorable au groupe que ça nuit à l'intérêt de la société, et ça c'est intéressant de le lire sous la plume du juge. Oui, effectivement, certaines décisions peuvent être prises hors cadre de la société française, mais à la condition d'être en mesure d'apporter ces éléments qui montrent que la société française en tirait aussi son propre bénéfice, ou en tout cas que c'était pris dans son propre intérêt, c'est quelque chose qui ne lui est pas forcément opposé. Donc je m'arrête là parce que c'était vraiment les éléments sur lesquels on voulait insister et qui sont importants. Il y a un point accessoire, un point annexe qui n'a pas été traité et qui pour nous avait pourtant une importance, c'est ce basculement en termes de motivation juridique différente. Dans un premier temps, le vérificateur, le service de contrôle s'était basé sur des dispositions de droit interne, article 38, article 39, puis finalement en cours de procédure a basculé sur le fondement des dispositions de l'article 57 qui aurait permis d'ouvrir une procédure amiable, ce qui n'était pas forcément le cas dans le cadre ou sur le fondement des articles 38 et 39. Le contribuable avait essayé de faire valoir auprès du juge qu'il avait été privé de certaines voies de recours et que la procédure du coup lui avait été interdite du fait de ce changement par substitution de base légale en cours de route. Encore une fois, le juge ne s'est pas prononcé puisqu'il n'en a pas eu besoin, mais a surveillé quand même dans la mesure où on voit que ça aurait été préjudiciable à la société qui a essayé d'engager la procédure amiable et s'est vu au moins par l'une des deux administrations, l'administration américaine, opposer un refus d'entrer dans la procédure amiable parce que hors délai, considérant finalement que la notification à prendre en compte était bien celle d'origine sur la base de ses fondements juridiques nationaux. Voilà pour ce premier cas. Oui, absolument. Et au demeurant, l'administration française se serait pas opposée, en effet, à une demande d'ouverture. Vous avez parfaitement raison. Certaines administrations jouent ce jeu, et on voit les vérificateurs à dessein, pour éviter d'entrer dans la procédure amiable, choisir un fondement juridique de pur droit national pour condamner en fait la possibilité d'accès à la procédure amiable. En France, ce n'est pas le cas. À partir du moment où il est bien démontré qu'il existe en effet un flux transnational et que la double imposition existe, l'administration française ne se serait pas opposée en l'espèce à l'ouverture. Merci Eric, bonsoir à toutes et à tous.
Deuxième jurisprudence, là les faits sont beaucoup plus simples, mais on l'a choisi parce que ça illustre d'une part à nouveau la dialectique de la charge de la preuve, qu'Éric vous a présenté dans le cadre de l'article 57, et surtout l'acharnement de l'administration sur un sujet très simple qui est peut-on ou pas déduire des prestations de services rendues en France sur les prestations de services de recherche et développement le crédit d'impôt recherche de la base de coûts. Donc les faits sont assez simples. Il s'agit donc d'un arrêt dont le cour administratif d'appel de Versailles, 29 mars 2022, ST Microelectronics. Donc là, on est en présence d'une société française, ST Microelectronics France, qui rend des services à son groupe selon une méthode de cost plus 7, donc coût plus 7%, au titre d'un accord qui s'appelle le Sponsor Design Contract. Pour la détermination de la rémunération du service rendu par la France au groupe, la France déduit de la base de son coût le CIR. L'administration remet en cause cette méthode de prix de transfert au titre de l'article 57. Le cas a été soumis au tribunal administratif de Montreuil qui, par ailleurs, a donné raison aux contribuables. Donc là, on est en appel. Donc, rappel du contexte, on est dans la dialectique habituelle de la charge de la preuve sur l'article 57. Donc, il appartient à l'administration, pour justifier son redressement, elle a deux voies, comme Éric vous l'indiquait. Elle peut soit arriver à montrer qu'il s'agissait d'un avantage par nature, ou qu'elle est capable de procéder par comparaison. Au cas particulier, donc pour arriver à dire que c'était un avantage par nature, donc une libéralité, il aurait fallu que l'administration démontre un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du service rendu. Par principe, c'est très compliqué, et donc le cas le plus simple pour arriver à cette preuve, c'est quand vous avez une prestation rendue à titre gratuit. S'il n'y a pas de rémunération, si le prix de cession c'est 0, là vous avez automatiquement un avantage par nature, comme Éric vous l'indiquez. Mais là, au cas particulier, non. Au cas particulier, il y a bien un prix. Simplement, le prix, l'administration considère qu'il est trop faible, inférieur. En réalité, si vous regardez sur un compte de résultat analytique, l'activité de R&D en service serait en fait en perte, puisque le crédit d'impôt recherche est suffisamment élevé en France pour arriver en fait à un résultat opérationnel négatif sur cette activité-là. Néanmoins, et c'est là le problème de l'administration, c'est qu'en 2018, des faits similaires ont été soumis au Conseil d'État, et dans l'arrêt Philips de 2018, le Conseil d'État a considéré que la déduction par elle-même du crédit d'impôt recherche de la base de coûts dans une activité en cost plus ne saurait être considérée comme permettant par elle-même et indépendamment du niveau de prix de cession, de présumer l'existence d'un transfert de bénéfices à l'étranger. En d'autres termes, le Conseil d'État avait déjà fermé la porte, et pourtant, plus de 3 ans plus tard, vous vous retrouvez devant une cour administrative d'appel, en fait, à débattre du même sujet. Donc ça vous montre, ça vous illustre l'acharnement de l'administration française à faire en sorte que les sociétés françaises ne déduisent pas le crédit d'impôt recherche de leur base de coûts. Et donc la deuxième voie, c'était la voie par comparaison. Mais là, cette voie est difficile, puisqu'elle nécessiterait pour l'administration d'identifier un panel de comparables fiables. En prix de transfert, c'est déjà compliqué, mais au cas particulier, il y aurait un écueil supplémentaire, la question de l'agrément ou non au crédit d'impôt recherche des comparables. Et j'y reviens pour expliquer l'enjeu. Donc, quelle a été l'approche de l'administration? Donc, elle a tenté, c'est à peu près son seul argument, c'est de dire nous sommes face à un avantage par nature. Alors, elle a essayé d'expliquer pourquoi c'était un avantage par nature, parce que le crédit d'impôt recherche, effectivement, techniquement, juridiquement, il est incessible, et il est en plus un moyen, en première analyse, de paiement de l'impôt. Et donc, elle dit, dès le moment où le crédit d'impôt est incessible, et dès le moment où c'est plutôt un moyen de payer l'impôt plutôt que de réduire vos prix, c'est un avantage par nature. La Cour administrative d'appel n'accepte pas ce raisonnement-là, et donc rejette cette solution en disant que ce n'est pas un avantage par nature. L'administration, au cas particulier, donc là on en appelle, renonce à invoquer un avantage par comparaison. Elle l'avait tenté au tribunal, et là elle renonce, probablement parce que les comparables qui avaient été présentés au tribunal étaient de très faible qualité, et d'autre part, cela ouvrait un deuxième débat qui était sur le respect du principe du contradictoire, puisque la recherche de comparables était apparue au niveau du tribunal et non pas dans le cadre de la notification, enfin du processus de notification
et de passage devant la commission départementale. Et donc, quelle conclusion tirer de cette jurisprudence ? Donc, il n'y a pas cession du CIR en tant que tel du seul fait que vous réduisez la base de coût du montant du CIR. La Cour administrative d'appel reprend au mot près, c'est pour ça que je me suis acharné à le mettre dans les slides, reprend au mot près les conclusions du Conseil d'État. Donc là, il n'y a rien de nouveau, mais de nouveau, souvenez-vous, c'est plus de 3 ans après ce que disait le Conseil d'État. Et donc, parce que l'administration n'a pas été capable de prouver qu'il y avait un avantage par nature et elle ne montre pas un avantage par comparaison, la Cour administrative d'appel, évidemment, juge en faveur du contribuable. Quel commentaire donc, on est sur la stricte application de l'équilibre de la charge de la preuve de l'article 57, avantage par nature versus avantage par comparaison. L'arrêt illustre donc l'acharnement de l'administration sur ce sujet-là. Il faut savoir que par ailleurs, une autre filiale du groupe se retrouvera à gagner devant le tribunal administratif de Montreuil quelques mois plus tard, le 20 juillet 2022. Vous voyez, on aurait pu imaginer que l'administration arrête tout suite à la jurisprudence du Conseil d'État ou même suite aux différentes situations où le juge ne la suit pas. Et bien non, l'administration s'acharne sur ces situations-là. En fait, le sujet pour l'administration, c'est que pour gagner, il faudrait qu'elle puisse trouver des bons comparables. Donc d'abord des comparables des gens qui rendent des services similaires aux services rendus en intragroupe. Mais là, il va y avoir une vraie difficulté en matière de crédit d'impôt, en matière de recherche en France, en tout cas. La plupart des sociétés dont c'est leur métier de rendre des services de type recherche et développement, automatiquement cherchent l'agrément CIR de manière à ce que leur donneur d'ordre puisse mettre le crédit d'impôt recherche dans ses comptes à elle. Or, dans la transaction intragroupe dont on parle, par définition, il n'y a pas d'agrément CIR, c'est-à-dire le CIR est reconnu au niveau de l'entité qui rend les services et non pas au niveau du donneur d'ordre. Donc il faudrait non seulement que les comparables soient très bons, mais en plus, il faudrait que ce soit en fait des sociétés qui n'aient pas l'agrément, sinon vous vous retrouvez dans une situation différente de la situation présentée. Nous allons alterner à nouveau, de manière à ce qu'il n'y ait pas un tunnel. Le sujet suivant, pareil, intéressant à retenir, même si je serai plus bref sur celui-ci que sur le précédent, qui porte sur la déductibilité des intérêts financiers. On abordait ce sujet avec certains d'entre vous tout à l'heure en table ronde. Cet arrêt nous paraît important et intéressant parce qu'il revient sur un point de débat régulier avec les vérificateurs qui porte sur la nature des comparables que nous retenons pour justifier le taux d'intérêt déduit par les groupes. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une société qui emprunte auprès de fonds et sociétés du groupe en vue de réaliser un investissement. Et le vérificateur challenge évidemment le montant, la quantité d'intérêts financiers versés par la société française auprès de ces deux organes qui l'ont aidé à financer cette opération. Et la discussion se cristallise avec le vérificateur sur le fait que le groupe a utilisé Riscalc, le logiciel qui lui a permis d'établir finalement ses points de comparaison et de justifier son taux d'intérêt déductible. Le vérificateur considère en fait que cet outil il est beaucoup trop approximatif, il ne lui permet pas de venir avec suffisamment de finesse sur la réalité de l'opération telle qu'il la voit mise en œuvre au sein du groupe qu'il vérifie, et puis il conteste aussi un certain nombre d'éléments, je vais y revenir plus tard. J'insiste pas, ce qui est intéressant de garder en tête, c'est qu'on est là finalement sur un point plutôt affiné de discussion avec les vérificateurs. Si on se tourne quelques instants sur le passé, je ne veux pas le faire très longtemps, mais il y a 5-6 ans, on l'évoquait avec ceux qui étaient avec nous tout à l'heure autour de la table, une position qui était vraiment très dure de la part de l'administration et qui considérait que ce débat n'avait pas lieu d'être. Aucun élément de justification finalement apporté par les groupes ne trouvait grâce à leurs yeux, et utiliser de manière systématique un taux normé, issu d'une moyenne de taux de la Banque de France,
celui qui était prévu qui est prévu aujourd'hui encore par l'article 39.1.3. On a vu avec le temps que le juge et l'OCDE sont venus tempérer cette approche maximaliste, à la fois en donnant des éléments de réflexion aux vérificateurs, par un jeu de fiches qui est paru en février 2021, mais aussi des éléments qui nous sont venus de l'OCDE et qui donnent des éléments techniques de réflexion. C'est paru ça en 2019, pardon, je dis une bêtise, excusez-moi, avec des éléments qui sont apparus par la jurisprudence en 2019 avec Willabrator, qui commencent déjà à apporter un certain nombre d'éléments de réflexion et qui permettent de sortir de ce débat infernal sur le 221A et cette référence systématique au taux moyen de la Banque de France. Donc, je disais que la position de l'administration tout à l'heure, elle est vraiment venue sur le fait que ces éléments qui avaient été utilisés par le groupe n'étaient pas suffisants pour donner une position solide pour le groupe, et donc a challengé le taux. Et la Cour administrative d'appel de Paris a conforté cette position en retenant que ce logiciel est beaucoup trop approximatif, je le disais tout à l'heure, notamment en ce qu'il retient un certain nombre de sociétés qui peuvent être, dans certains cas, des sociétés qui sont non représentatives de marché, parce que ce sont des sociétés défaillantes et qui sont surreprésentées dans l'échantillon qui est retenu. Donc un vrai débat sur peut-on ou pas utiliser ce logiciel approximatif, d'approche approximative. Le Conseil d'État clairement a pris position en disant non, vous ne pouvez pas simplement contester l'outil et seulement sur ce fondement-là, dans la mesure où l'outil il est ce qu'il est. Vous pouvez, vous, groupe, effectivement, expliquer en quoi il utilise des comparables qui sont proches de votre situation. L'administration, si elle veut contester l'outil, elle doit le faire non pas de manière générique et globale, mais en se fondant sur des éléments qui permettent de dire que les comparables ne se trouvent pas dans une situation proche ou similaire à celle de la structure et de la transaction qui est effectivement critiquée par l'administration. C'est intéressant à relire et à prendre en compte dans la mesure où le juge est vraiment revenu sur des éléments qui permettent de dire qu'on doit s'accrocher pour apprécier la transaction et le taux sur des éléments qui sont propres et vraiment spécifiques à la transaction et qui sont les éléments qu'on utilise d'habitude en termes de montant, en termes de maturité, en termes éventuellement de monnaie qui sont utilisés. Et donc on retrouve, et on considère qu'il s'agit là d'une confirmation finalement de ce courant de jurisprudence engagé dès 2020, avec la possibilité d'avoir recours à un certain nombre d'outils, et pas forcément à quelque chose de précis, je veux dire par là des comparables qui sont systématiquement étudiés de manière détaillée par le groupe, et en tout cas pas forcément issus systématiquement du même secteur d'activité, parce que ce qui importe avant tout, ce sont justement ces éléments qui permettent d'apprécier le risque, encore une fois, en fonction de la maturité, en fonction du montant emprunté. Donc j'insiste pas plus sur ce cas, mais il est intéressant à retenir et je pense qu'il pourra nous être utile dans nos échanges avec les vérificateurs. Quatrième jurisprudence, jurisprudence Ferragamo. Au cours de notre petit échange sur les incorporels, justement, on a parlé de la prise en compte peut-être d'une rémunération supplémentaire pour la valorisation d'une marque par des entités de distribution, en particulier dans le luxe. Donc là, il s'agit donc d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris, deuxième chambre, 30 juin 2022. Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire de cette affaire, puisque la Cour administrative d'appel, là, va juger sur renvoi du Conseil d'État. Donc, ça veut dire que, en fait, l'affaire avait été déjà jugée par la Cour administrative d'appel plusieurs années auparavant, avant que ça n'aille jusqu'au Conseil d'État. Donc, les faits sont assez simples. Vous avez une entité Ferragamo France, qui est distributrice, évidemment, de produits de luxe de la marque Ferragamo, une marque détenue par une entité italienne, en l'occurrence Salvatore Ferragamo SPA. Les produits de la marque Salvatore Ferragamo sont vendus à la France selon une méthode de prix de transfert qui, en fait, utilise une remise de 25% par rapport à ce que on comprend Salvatore Ferragamo SPA vend elle-même à des distributeurs indépendants,
probablement pas sur le marché français, peut-être même pas d'ailleurs sur le marché européen, ça ne sera pas discuté, mais en tout cas, il y a un rabais supplémentaire par rapport à ce que Ferragamo SPA vend ses produits. Par ailleurs, il y a aussi une différence avec les transactions avec des tiers. L'entité italienne s'engage à reprendre sans limite de volume tous les invendus de la France. Et enfin, évidemment, il n'y a pas de paiement de redevance par Ferragamo France au groupe. Évidemment, vu la nature de l'activité, Ferragamo France a investi dans du personnel de grande qualité, avec un nombre important de vendeurs et des gens relativement bien payés, puisqu'ils sont censés être très qualifiés, et dans la location de locaux commerciaux prestigieux dans des endroits visibles et évidemment avec des loyers élevés. L'administration remet en cause, au titre de l'article 57 du CGI, l'avantage accordé à l'Italie, qui, selon l'administration, cet avantage est constitué par le poids excessif des charges externes, principalement les loyers, et salariales, pour les raisons qu'on vient d'expliquer, et que l'administration considère être liées à la valorisation de la marque. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une affaire qui a déjà été renvoyée après cassation par le Conseil d'État, en cour administrative d'appel en première instance, enfin en premier passage, la cour administrative d'appel avait donné raison à Ferragamo, et vous verrez qu'elle a changé d'avis. Donc, je vais surtout vous présenter le raisonnement de la Cour et pas forcément les arguments de part et d'autre, et vous verrez comment on arrive à la conclusion. Donc, tout d'abord, ça commence par un constat de pertes récurrentes. Effectivement, la société Ferragamo France, a priori qui a été créée en 1992, fait des pertes au moins sur la période 1996 à 2009, donc de longues pertes. Et immédiatement, la Cour juge, sans trop d'ailleurs s'attarder sur la façon dont elle arrive à sa conclusion, que la persistance et l'importance des pertes ne peuvent expliquer par elles-mêmes soit une phase d'investissement, de développement d'un réseau commercial ou encore de circonstances particulières telles que des mauvais choix dans, par exemple, les lieux d'implantation. Là, la Cour ne se préoccupe même pas de justifier ce jugement de valeur. Elle dit simplement « je constate de longues pertes et des pertes importantes ». La notion de perte importante n'est pas développée et dit donc ça ne peut pas être juste des éléments d'implantation ni de circonstances particulières. On aurait aimé, par exemple, que la Cour nous explique, selon elle, dans le luxe, par exemple, combien de temps faut-il pour pouvoir dire qu'on n'est plus en phase d'implantation. Elle ne se prononce pas là-dessus. En revanche, elle considère que l'administration apporte la preuve d'une insuffisante rémunération au regard des charges encourues grâce, en fait, à un panel de comparables. Alors là, on va faire un peu d'archéologie. En réalité, les faits qui sont soumis à la Cour administrative d'appel datent de 2010 et d'avant. Et donc, il faut se souvenir que jusqu'en 2010, même l'OCDE considérait que la méthode transactionnelle de la marge nette était une méthode de dernier recours et donc était quasiment jamais utilisée, en tout cas n'était pas censée être utilisée. Et donc, c'est pour ça que vous verrez que le redressement n'est pas techniquement une application de la méthode transactionnelle de la marge nette, mais ça y ressemble fortement par des moyens détournés. Donc, le contribuable, à l'époque, avait présenté, je crois, un panel de 19 sociétés, on va dire, les plus comparables possibles, forcément des distributeurs indépendants, mais pas forcément ni exclusifs, ni forcément dans le luxe. Et il l'avait fait principalement pour montrer que les problèmes de perte de la France n'étaient pas liés au prix de transfert, à la marge brute de la société, mais plutôt à cette importance des frais liés au loyer et liés au salaire. Et l'administration, en fait, a repris à son compte ce raisonnement, mais l'a utilisé contre la société, c'est-à-dire elle a retiré quand même trois comparables, et donc avec les 16 comparables issus en fait de la société, elle dit regardez, vous dites vous-même que vous avez des frais de loyer et de salaire plus importants que les comparables, c'est donc la preuve que vous avez apporté une valeur, vous avez une fonction supplémentaire par rapport aux comparables indépendants, et cette fonction, c'est ce qui valorise la marque en France. Donc, évidemment, ce qui est important aussi, c'est que la marque est détenue par l'Italie, et il est même précisé que l'Italie paye par ailleurs les dépenses de promotion et de marketing en France. Donc, comme ces dépenses supplémentaires sont directement liées aux standards de la marque et à la place, je cite, de vitrine internationale de Paris dans le domaine du luxe, c'est la preuve que le rabais de 25% qui était prévu dans la politique de prix de transfert est insuffisant
pour rémunérer ces fonctions supplémentaires de valorisation de la marque, qui, d'après la Cour, n'auraient pas été menées par un distributeur indépendant, la preuve, les comparables utilisés. Donc ces fonctions n'étant pas rémunérées, et par ailleurs, Ferragamo France n'est pas capable de démontrer un avantage réciproque de valeur égale, une contrepartie réciproque de valeur égale, le redressement sur l'article 57 est justifié, et donc une partie des charges en fait excédentaires est réintégrée. Alors, quel commentaire à cette jurisprudence? D'abord, évidemment, une analyse à 180 degrés de la Cour administrative d'appel par rapport à la première fois qu'elle a eu à connaître de ce cas, y compris sur des éléments que je ne qualifie pas de droit, mais plutôt de fait, c'est-à-dire, par exemple, la qualité des comparables utilisés. Là où, première fois, elle dit elle-même que les comparables ne sont pas des bons comparables, là, au contraire, elle justifie finalement le redressement au travers des comparables utilisés. Évidemment, comme les comparables venaient du contribuable, il est compliqué ensuite de dire que ce n'était pas des bons comparables. Techniquement, comme je vous l'ai dit, le redressement n'est pas un redressement en méthode transactionnelle de la marge nette, contrairement par exemple à une autre affaire à peu près, qui a été jugée à peu près en même moment, l'affaire Issey Miyake, qui là est une affaire assez similaire de perte et de développement de marques, mais où tout simplement on utilise des comparables en méthode transactionnelle de la marge nette, et cela justifie le redressement. Là, ce n'est pas strictement ça, c'est bien le niveau de dépense qui est jugé excessif, de l'ordre de 10% de plus que les comparables, qui justifie le redressement. Évidemment, on reste sur sa faim en lisant cet arrêt. Il n'y a aucun débat sur le caractère exclusif ou non de la marque. Est-ce que l'entité française est la seule à distribuer les produits Ferragamo en France? Et évidemment, il n'y a pas d'analyse d'MP. Alors, peut-être c'est une question d'anachronisme. Les faits eux-mêmes viennent de 2010 et avant. Néanmoins, le jugement est bien aujourd'hui, en 2022. Et donc, on aurait aimé une analyse d'MP discutée dans cette affaire. C'est juste pour, peut-être, alors pas pour vous inquiéter, mais rappeler, et je suis le premier coupable dans certains contrôles fiscaux, j'utilise certains arguments qui ont aucun effet sur le juge. Le premier, avec la même politique de prix de transfert, la société Ferragamo France ensuite devient profitable à partir de 2010. Le juge, évidemment, d'abord ne peut pas vérifier que c'est la même politique et de toute façon ne s'en préoccupe pas. Pareil, on dit parfois à l'administration, mais regardez, oui, il y a un écart, mais l'écart n'est pas si important. On parlait de 10%, là encore, il n'y a pas eu le contribuable n'a pas pu convaincre le juge qu'un écart de 10% n'est pas un écart si important que ça. Et enfin, quand bien même, après cette rectification, quand on vérifie justement en méthode transactionnelle la marge nette, où se situe, une fois que le redressement a été fait, où se situe la société, eh bien en fait, a priori, elle se situait en dehors de l'intervalle, c'est-à-dire elle avait finalement un profit plus élevé encore que ses comparables. Et cet argument-là n'a pas été retenu. Alors, en toute objectivité, le calcul, je pense, fourni par le contribuable n'était pas d'une clarté absolue. Il a intégré des éléments qui ne devraient pas y être. Mais globalement, même en disant, mais regardez, si vous changez la méthode de prix de transfert, moi j'ai appliqué mon rabais de 25%, mais si on s'était mis en méthode transactionnelle à marge nette, vous voyez, je serais en dehors de l'intervalle. Cette substitution de méthode n'a pas été retenue, acceptée par la Cour.